Lors du baptême de ma nièce, mon oncle m'a pris à part et a chuchoté, « Tu ne fais pas vraiment partie de cette lignée. Arrête de faire semblant. » Le reste de la famille m'a ignoré toute la journée. Alors, j'ai décidé de couper les fonds d'études que j'avais mis en place pour leurs enfants. Le premier refus de retrait a frappé leur compte le mois suivant. Moi, 32 ans, j'avais toujours été le discret de la famille. Celui qui se présentait à chaque anniversaire, chaque fête, chaque baptême, un cadeau à la main et un sourire plaqué sur le visage. Je n'ai jamais rien demandé en retour, juste d'appartenir à quelque chose, d'être partie prenante de quelque chose de plus grand que moi. Pendant 32 ans, j'ai cru que j'avais cela. Le baptême était censé être une célébration. La fille de mon frère, à peine âgée de 6 mois, portait cette ridicule robe en dentelle qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. L'église sentait l'encens et le vieux bois, et tout le monde était habillé sur son 31, prenant des photos et félicitant mon frère et sa femme pour leur belle famille. Je me tenais près du fond, regardant tout se dérouler comme je le faisais toujours, présent mais en quelque sorte invisible. C'est là que mon oncle m'a trouvé. C'était le frère de mon père, un homme qui avait toujours porté cette autorité imméritée, comme si le fait d'avoir 10 ans de plus que tout le monde faisait de lui le patriarche de la famille. Il s'est glissé près de moi pendant la réception, son haleine empestant le champagne, et s'est penché assez près pour que je puisse voir les capillaires éclater sur son nez. Ce qu'il a dit ensuite a brisé mon monde en deux. Il m'a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la lignée, que je devais arrêter de faire semblant. Les mots sont sortis de façon décontractée, presque amicale, comme s'il partageait une recette ou commentait la météo. Puis il est parti, me laissant là avec une assiette de petits fours, essayant de digérer ce qui venait de se passer. J'ai regardé autour de la salle, cherchant mes parents, mes frères et sœurs. Quiconque pourrait me ramener à la réalité. Mais personne n'a croisé mon regard. Ma mère roucoulait devant le bébé. Mon père parlait affaires avec mon frère. Ma sœur riait avec nos cousins, sa main posée sur son ventre arrondi. Ils m'ont tous ignoré complètement, comme si j'étais un meuble dont ils s'étaient lassés. Le reste de la journée s'est passé dans un brouillard. J'ai essayé de rejoindre des conversations, mais les gens s'éloignaient au milieu d'une phrase. J'ai tenté de tenir ma nièce, mais la femme de mon frère s'est soudain souvenue qu'elle devait la nourrir. Quand ils ont pris la photo de famille, quelqu'un s'est physiquement mis devant moi juste au moment où l'appareil cliquait. Ce n'était pas accidentel. C'était délibéré, coordonné, comme s'ils avaient tous convenu à l'avance qu'aujourd'hui était le jour où je comprendrais enfin ma place. Je suis parti plus tôt. Personne n'a remarqué. Le trajet pour rentrer a duré 40 minutes, mais je ne me souviens de rien. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de mon oncle, je revoyais la façon dont tout le monde m'avait tourné le dos. Quand je suis enfin arrivé à mon appartement, je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure, à ne rien regarder, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal, essayant de me rappeler s'il y avait des signes que j'avais manqués. C'est là que la colère a commencé à s'insinuer. J'avais contribué à des fonds d'études pour les enfants de mon frère et les futurs enfants de ma sœur. Pendant les 8 dernières années. Cela avait commencé quand j'ai obtenu mon premier vrai emploi après mes études, travaillant 80 heures par semaine dans une start-up technologique qui a fini par être vendue pour assez d'argent pour changer ma vie. Alors que mes frères et sœurs découvraient encore leur carrière, vivant au jour le jour, je construisais tranquillement quelque chose pour leurs enfants. 500 € par mois sur des comptes séparés gérés par un conseiller financier. Je payais de ma poche. Personne ne m'avait demandé de le faire.
Je pensais juste que c'était ce qu'une famille faisait. Mon frère avait 3 enfants maintenant. Ma sœur attendait des jumeaux. Entre tous, j'avais mis de côté près de 400 000 euros. De l'argent qui aurait couvert des licences universitaires, peut-être même des masters s'ils étaient malins. De l'argent qui représentait des années de ma vie, d'innombrables heures de travail, des sacrifices que j'avais faits parce que je croyais au fait de prendre soin des siens. Sauf que je n'étais pas des leurs, apparemment. J'ai passé les 3 jours suivants dans le flou, faisant le strict nécessaire au travail, mangeant à peine, ne dormant pas. Mon esprit ne cessait de repasser chaque réunion de famille, chaque fête, chaque moment où je m'étais convaincu que j'appartenais à ce clan. J'ai commencé à voir des schémas que j'avais ignorés auparavant. La façon dont ma mère introduisait toujours les réussites de mes frères et sœurs, mais passait sous silence les miennes. Comment mon père demandait conseil à mon frère, mais jamais à moi. Les exclusions subtiles, les petits moments qui, individuellement ne signifiaient rien, mais qui ensemble peignaient un tableau que j'avais été trop aveugle pour voir. Le 4e jour, j'ai appelé mon conseiller financier. Je l'ai interrogé sur les conditions des fonds d'études que j'avais mis en place. Il m'a rappelé que, puisque j'étais le seul contributeur et que je les avais établis comme des trusts révocables avec moi-même comme fiduciaire, j'en gardais le contrôle total jusqu'à ce que les fonds soient réellement transférés aux bénéficiaires. Les enfants n'avaient aucun droit légal sur l'argent, ni leurs parents. Je lui ai demandé ce qui se passerait si je retirais tout. Il a semblé confus par la question, a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que oui, que je réfléchissais simplement à mes priorités financières. Il m'a guidé à travers le processus. Il faudrait environ 1 semaine pour liquider certains investissements, mais les portions en espèces pouvaient être déplacées immédiatement. Il y aurait quelques implications fiscales, mais rien de catastrophique. Je lui ai dit de le faire. Tout. Il a essayé de m'en dissuader, a dit que je devrais dormir sur une décision aussi importante, mais je n'avais jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Ces gens avaient clairement fait connaître leur position. J'en avais fini avec le fait de faire semblant. La paperasse a pris 3 jours à être traitée. À la fin de la semaine, 473 000 euros avaient été transférés sur mes comptes personnels. Je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucun regret, juste une sorte d'engourdissement vide que j'avais appris à connaître. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Je suis juste retournée à ma vie, j'ai arrêté de répondre aux discussions de groupe de la famille, j'ai commencé à décliner les invitations au rassemblement. Ma mère a appelé une fois pour demander si j'étais contrariée par quelque chose. Je lui ai dit que j'étais occupée par le travail. Elle a accepté cette explication sans chercher plus loin, ce qui m'a tout dit sur l'importance qu'elle m'accordait réellement. Le premier refus de retrait est arrivé le mois suivant. Ma sœur m'a appelé en premier. Elle pleurait, hystérique, disant que quelque chose n'allait pas avec le fonds d'études des jumeaux. Elle avait essayé de vérifier le solde en ligne comme elle le faisait tous les quelques mois et le compte affichait 0. Elle pensait qu'il y avait eu une fraude, un vol d'identité, quelque chose. Elle a demandé si j'avais entendu parler de quoi que ce soit par le conseiller financier. Je lui ai dit que non. J'ai demandé si elle avait essayé de l'appeler directement. Elle a dit que oui, mais qu'il lui avait répondu qu'elle devait parler au titulaire du compte. Elle semblait confuse par cela. Elle a demandé si je savais qui était le titulaire du compte. Je lui ai dit que c'était moi, que j'avais mis en place les fonds, contribué à tout l'argent, et géré tout pendant les 8 dernières années.
Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Elle a demandé ce que je voulais dire par contribuer à tout l'argent. Elle avait apparemment pensé que les fonds étaient une sorte de trust familial, que tout le monde mettait de l'argent, que j'étais juste celui qui gérait la paperasse. J'ai expliqué que non, que cela avait toujours été juste moi. Chaque euro provenait de mon revenu. Sa voix est devenue très faible quand elle a demandé si l'argent était parti. Je lui ai dit que oui. Elle a demandé où il était allé. Je lui ai dit que cela ne la regardait pas. Elle a recommencé à pleurer. Elle a dit que les jumeaux allaient naître dans 3 mois, qu'elle et son mari avaient compté sur cet argent pour leur avenir. Je lui ai rappelé que les jumeaux n'étaient même pas encore nés, que l'université était dans 18 ans, qu'elle avait largement le temps d'épargner par elle-même. Elle m'a traité d'égoïste. Elle m'a traité de cruelle. Elle a dit que j'avais promis de prendre soin de ses enfants. Je lui ai dit que je n'avais jamais rien promis. J'avais fait le choix d'aider. Et maintenant, je faisais le choix d'arrêter. Puis j'ai raccroché. Mon frère a mis plus de temps à s'en rendre compte. Son aîné n'avait que 7 ans et il vérifiait les comptes. Peut-être une fois par an au moment des impôts. C'est ma mère qui le lui a dit. Après que ma sœur l'ait appelé en sanglotant. Il m'a laissé un message vocal. Qui était 3 minutes de rage à peine contrôlée. Il a dit que j'avais saboté l'avenir de ses enfants pour un affront imaginaire. Il a dit que j'étais dramatique et puérile. Il a dit que si je ne rétablissais pas les fonds immédiatement, je le regretterais. Je ne l'ai pas rappelé. Mon père a été le dernier à me contacter. Il a envoyé un SMS me demandant de le rejoindre pour prendre un café. J'ai failli le supprimer, mais la curiosité l'a emporté sur moi. Je voulais entendre quelle excuse il allait offrir, quelle explication pourrait justifier ce qui s'était passé au baptême. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez lui. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs, plus fatigué. Il a commandé un café noir et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il savait déjà. Il a essayé de jouer l'idiot, a dit que mes frères et sœurs étaient contrariés à propos des fonds d'études, mais qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je les avais vidés sans avertissement. Je l'ai interrogé sur le baptême. Je lui ai demandé s'il savait ce que son frère m'avait dit. Son visage a fait quelque chose de complexe. Ce mélange de culpabilité et de défensive qui m'a dit qu'il savait absolument. Il a dit que mon oncle avait bu, qu'il disait des choses qu'il ne pensait pas quand il était dans cet état. J'ai demandé si c'était vrai. J'ai demandé si je ne faisais pas vraiment partie de la lignée. Il est devenu très silencieux. Il a remué son café pendant ce qui a semblé durer une éternité. Puis il m'a dit la vérité. Je n'étais pas son fils biologique. Ma mère avait eu une liaison il y a 33 ans avec quelqu'un de son bureau. C'était, bref, insignifiant, une erreur qu'elle avait commise pendant une période difficile de leur mariage. Elle était tombée enceinte, et mon père avait choisi de rester, choisi de m'élever comme le sien. Personne en dehors de la famille proche n'était au courant, sauf son frère, qui l'avait découvert quand j'étais adolescent et n'avait jamais laissé mon père l'oublier. J'ai demandé pourquoi. Il ne me l'avait jamais dit. Il a dit qu'ils essayaient de me protéger. Qu'ils ne voulaient pas que je me sente différent ou inférieur. J'en ai ri. J'ai demandé comment j'étais censé me sentir maintenant, en découvrant à 32 ans que toute mon identité était un mensonge. Il a dit qu'il comprenait que j'étais blessée, mais que j'étais toujours la famille, que la biologie ne changeait pas l'amour qu'ils avaient pour moi. Je lui ai demandé pourquoi tout le monde m'ignorait au baptême, alors, pourquoi ils m'avaient tous traité comme si j'étais invisible.
Il avait l'air sincèrement confus. Il a dit que personne ne m'avait ignoré, que j'étais hypersensible. J'ai décrit des moments précis, la photo, les conversations, la façon dont les gens m'évitaient physiquement. Il a balayé chaque point avec des excuses. La photo était encombrée. Les gens étaient occupés avec le bébé. J'interprétais trop les dynamiques sociales normales. C'est là que j'ai compris. Ils s'étaient auto-manipulés en se persuadant que leur comportement était acceptable. Ils s'étaient convaincus que me traiter comme un étranger tout en attendant que je continue à fonctionner comme un membre de la famille était en quelque sorte raisonnable. Mon oncle avait simplement dit tout haut ce qui était pensé tout bas, et ils étaient tous contrariés que le mensonge confortable soit exposé. J'ai dit à mon père que Jean avait fini. Il a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que j'en avais fini de jouer à la famille, fini de me présenter à des événements où je n'étais pas voulu, fini de contribuer à l'avenir d'enfants à qui l'on apprendrait, subtilement ou non, que je n'étais pas vraiment leur oncle. Il a dit que je surréagissais, que je laissais la fierté détruire des relations qui comptaient. Je lui ai demandé si ces relations avaient jamais compté pour l'un d'entre eux. Il n'a pas eu de réponse à cela. Première mise à jour. 3 mois ont passé. Personne dans ma famille ne m'a contacté, sauf pour des SMS de plus en plus hostiles exigeant que je rétablisse les fonds d'études. Mon frère a menacé de me poursuivre, bien que son avocat lui ait apparemment dit qu'il n'avait aucune base légale. Ma sœur m'a envoyé une photo de ses jumeaux après leur naissance, avec un message disant que je ne les rencontrerais jamais si je ne réparais pas les choses. Ma mère a laissé des messages vocaux me demandant d'être raisonnable, de penser aux enfants. Je les ai tous bloqués. L'argent que j'avais retiré a été redistribué. Une partie est allée sur mes comptes de retraite. Une partie est allée à des œuvres caritatives en lesquelles je crois. Une part significative est allée à la création d'un fonds de bourse d'études dans mon université pour des étudiants de première génération issus de familles non traditionnelles. Des étudiants qui, comme moi, ont dû construire leur propre sentiment d'appartenance à partir de rien. Le travail est devenu mon centre d'intérêt. J'ai pris de plus gros projets, voyagé pour des conférences, j'ai commencé à utiliser mes jours de vacances pour moi au lieu d'obligations familiales. J'ai découvert que j'avais des amis, de vrais amis, qui appréciaient ma compagnie et n'avaient pas besoin que je prouve ma valeur par des contributions financières ou émotionnelles constantes. J'ai commencé une thérapie, ce qui m'a aidé à traiter les couches de dysfonctionnement dans lesquelles je baignais depuis 3 décennies sans m'en rendre compte. La clarté était stupéfiante. Je pouvais voir maintenant combien ma vie avait été façonnée par l'effort d'essayer de gagner une place que j'aurais dû avoir par défaut. Combien d'énergie j'avais gaspillé à essayer d'être assez bon, assez utile, assez présent pour surmonter cette barrière invisible que j'avais sentie mais que je ne pouvais pas nommer. Le soulagement d'arrêter cette performance épuisante était immense. Deuxième mise à jour. La vraie retombée a eu lieu à Noël. Ma mère a organisé le rassemblement familial comme elle le faisait chaque année et a apparemment supposé que je viendrais malgré des mois de silence. Quand je ne suis pas venue, elle m'a appelé depuis la fête, entourée de la famille, et m'a mis sur haut-parleur. Elle a demandé pourquoi je n'étais pas là. Elle a dit que tout le monde m'attendait. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Personne ne m'attendait. Ils attendaient la version de moi qui rendait leur vie plus facile. Celle qui faisait des chèques et ne demandait rien. Celle qui absorbait leur cruauté subtile et ne se plaignait jamais. Cette personne avait disparu. Mon oncle était apparemment là. Je l'ai entendu crier en arrière-plan, disant que j'étais manipulateur, que je punissais des enfants.
Innocent pour des problèmes d'adultes. J'ai demandé à ma mère s'il s'était déjà excusé pour ce qu'il avait dit au baptême. Elle est devenue silencieuse. J'ai demandé si quelqu'un l'avait confronté à ce sujet, m'avait défendu, avait fait autre chose que faire semblant que ce n'était jamais arrivé. Le silence m'a tout dit. Je leur ai dit à tous de passer de bonnes fêtes. Puis j'ai raccroché et éteint mon téléphone. 3e mise à jour. Cela fait 1 an maintenant. J'ai construit une vie qui me semble authentiquement mienne pour la première fois. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui vient d'un milieu familial tout aussi compliqué, et nous comprenons les blessures de l'autre sans jugement. J'ai acheté une maison, modeste, mais la mienne. J'ai obtenu une promotion au travail accompagné du type de reconnaissance que j'avais cessé d'attendre de qui que ce soit. L'histoire familiale a apparemment changé. J'ai entendu dire par un ancien ami commun que je suis maintenant le méchant dans leur récit. Le fils ingrat qui a abandonné sa famille pour rien, qui a cruellement retiré son soutien à des enfants innocents à cause de ses propres problèmes mentaux. Ils sont convaincus qu'ils n'avaient rien fait de mal, que ma réponse était disproportionnée et vindicative. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'aurais dû essayer d'avoir une conversation rationnelle pour surmonter la blessure et la trahison comme des adultes matures. Peut-être que j'aurais dû leur donner une chance de réparer les choses. Mais je pense à ce baptême et je connais la vérité. Ce n'était pas une seule mauvaise journée. C'était une fenêtre sur la façon dont il m'avait toujours vu. Un aperçu de la réalité à laquelle j'avais été trop désespéré d'appartenir pour la remarquer. Mon oncle n'a pas planté ses sentiments en eux. Il a juste exprimé ce qu'il pensait. Tous. Et quand ils ont eu la chance de le corriger, de m'inclure, de me montrer que je comptais, ils ont choisi le silence. Alors oui, j'ai tout coupé. J'ai repris l'argent que j'avais donné librement et je l'ai réorienté vers un avenir qui m'appartient réellement. J'ai cessé de participer à une dynamique qui exigeait de moi que je prouve constamment ma valeur tout en ne recevant rien d'autre qu'une tolérance conditionnelle en retour. Certaines personnes disent que le sang est plus épais que l'eau, mais l'expression complète est que le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre maternel. Les familles que nous choisissons, les liens que nous forgeons par des valeurs partagées et un respect mutuel, cela compte plus que la biologie. J'ai choisi d'arrêter de saigner. Pour des gens qui ne m'ont jamais vu comme autre chose qu'un donneur pratique. Et je n'ai jamais été en aussi bonne santé.